Cube Radio. Richard ne mange pas des petites bouchées, des petites saucisses dans la pâte feuilletée parce que notre invité, j'ai lu dans une entrevue que c'est Madame Propreté. Angèle Dubeau, c'est une perfectionniste, pas juste du violon. OK, c'est pour ça que tu as passé la journée à passer l'aspirateur. J'ai passé la journée à passer l'aspirateur et tout ça. Est-ce qu'elle va apporter son Stradivarius? Elle a un Stradivarius qui date de 1733. Qu'elle a depuis qu'elle est toute jeune. Écoute, son Stradivarius fait partie du patrimoine national québécois. Ça a été déclaré partie du patrimoine québécois par René Lévesque dans les années 70. Une histoire complètement délirante. Fait que j'imagine qu'à tout moment du jour et de la nuit, elle sait où est son Stradivarius. Peut-être même qu'elle couche avec. T'imagines, elle te le montre, son Stradivarius. Tu l'échappes. Tu sais, il y a juste toi pour penser à des niaiseries pareilles. Assuré, ça. C'est la première fois qu'on reçoit une prodige à la maison parce qu'elle a commencé toute jeune. Très, très jeune à jouer du violon. D'ailleurs, est-ce que c'est, tu sais, les athlètes jeunes, les enfants athlètes ou les enfants musiciens de pointe comme ça, qui doivent pratiquer tout le temps. Ils n'ont pas de vie. Ils ont comme pas d'enfance, finalement, parce que c'est tout le temps la pratique. Ah ouais, ton violon. Donc, je sais pas comment elle se sent. Est-ce qu'elle est comme Michael Jackson? C'est-à-dire qu'elle a vécu son enfance plus vieille? Mais je dis les athlètes d'un bord et les artistes de l'autre, mais elle, à ce niveau-là, c'est presque de l'athlétisme. Parce que jouer du violon, c'est physique aussi. C'est très, tous ces instruments de musique-là, c'est extrêmement exigeant. Puis la quantité de musiciens qui ont des blessures à pu finir. Mais moi, elle m'impressionne, Angèle Dubeau, parce que c'est vraiment quelqu'un... tu sais, tu dis le mot violon au Québec, puis c'est la face d'Angèle Dubeau, là. Tu sais, c'est vraiment de toutes les générations. Avant Tijan Carignan. T'es comme focusé sur, je sais pas, Tijan Carignan. En tout cas, bref. Lui, c'était un violoniste, un violonneux. Un violonneux. C'est un violonneux. Elle, c'est une violoniste. D'ailleurs, je me demande si elle l'a rencontré et je me demande si elle avait du respect pour Tijan Carignan, qui était quand même un bon joueur de violon, mais c'était tout à fait un autre Et moi, je pense que justement parce que c'est quelqu'un qui a démocratisé la musique, ça fait plus de 40 ans qu'elle fait ça, 45 ans qu'elle fait ça. Je pense justement il y a pas comme de catégorie musique classique, musique populaire, musique pour une élite, musique pour tout le monde. Fait que moi, en tout cas, tu lui poserais la question tout à l'heure. Un disque de musique de jeux vidéo. Ben oui. OK, la prochaine affaire, ça va être quoi? La musique pour de publicité? Ben, pourquoi pas? Les meilleurs jingles de pub? Des musiques de sonnerie de téléphone. C'est excellent. Fait que peut-être le prochain disque d'Angèle Dubeau et la Pietà. Mais j'ai sonnerie de téléphone. Phone rings. Cela dit, je suis extrêmement content que notre fils a pas pris des cours de violon. Ah, parce que ça, c'est insupportable pour les parents. À longueur de jour. Non, je serais pas capable. La flûte à bec, c'est parfait. Ouais. Le bec, c'est correct. Le pipeau. Oui, mais tu sais, du violon, au début, là, quand ils font leur gamme, là, non. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais le piano, ça va, ou la castagnette. En fait, c'est peut-être le pire instrument pour l'entraînement quand t'es enfant. Mais c'est super mignon, d'ailleurs, de voir des photos d'elle toute petite. Et le violon est quasiment plus gros qu'elle. Elle est super méga craquante, là. Mais oui, pour les parents, ça doit être dur. Je pense que ses parents ont dû se faire écornifler les oreilles. Je pense que ses parents avaient peut-être les oreilles en chou-fleur. Quoique, elle était peut-être bonne dès le début, puis qu'après un violon, puis ça a fait tching-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling, puis c'était magnifique dès le début. Tellement talentueuse. Alors, avant que tu arrives, Richard, il a quand même fait la blague... Si tu joues sur la terrasse, ça va être un violon sur le toit. Un violon sur le toit. Tu te chantes Mon cœur est un violon, non? Ah, les sanglots longs des violons de l'automne. Mais oui, c'est mon cœur d'une langueur monotone. Non, tu connais pas Mon cœur est un violon, sur lequel ton arche joue. Tu connais pas cette chanson-là? Toi, tu connais ça? Ben oui. Mon cœur est un violon.
sur lequel ton marché joue. Mais oui, voyons donc, c'est un grand classique. Bon, mais là, mais comment ça se fait qu'il y a un classique que je connais pas? Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Angèle. La semaine prochaine, le 13 mai, tu vas être à la Maison Symphonique pour un concert pour souligner les 25 ans de la Pietà. Et faut dire une chose, aujourd'hui, ils s'écoutent plus de musique que jamais. Hein. On a une accessibilité à la musique comme ça n'a jamais existé. Ben oui, toi, t'es sur Spotify, puis tu bats des records d'écoute, des millions d'écoutes. Oui, écoute, c'est à rendre fou, là. J'ai jamais pensé, quand j'ai commencé, que j'aurais 160 millions d'écoutes, là. Ça donne des frissons. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette accessibilité-là amène des gens. Les gens sont éclectiques. Tu sais, avant, t'écoutais un genre de musique, puis maintenant, sur leur playlist, leur liste de lecture, là, ça peut passer des Sex Pistols à Vivaldi, tu sais, c'est comme mieux. Du jazz, et n'importe quoi. Mais c'est aussi la découvrabilité, c'est-à-dire que c'est ça la beauté. Moi, il y a plein de gens qui aiment pas les trucs, les Spotify ou les queues de ce monde, mais ce que ça permet, c'est justement, mettons, t'écoutes une chanson de Bruce Springsteen, puis tu laisses aller ton truc, puis il va peut-être te faire découvrir Ludovico Einaudi, que j'arrive toujours la difficulté à prononcer, interprété par la Pietà. Ça va t'amener à ça, puis tu vas peut-être, par toi-même, tu l'aurais pas fait cette recherche-là. C'est la pièce dans Mommy. OK. Moi, il faut que je t'explique. C'est Expérience qui est la pièce dans Mommy. Alors, je t'ai vu en concert il y a quelques années et avec la Pietà, et t'as joué cette pièce-là. Et je me suis liquéfiée, je me suis effondrée dans la salle de concert parce que c'est la musique qui joue dans le film Mommy à un moment clé de l'histoire que je raconterai pas ici. Mais je me suis vraiment liquéfiée et je me posais la question, quand tu joues cette pièce-là ou d'autres, tu vois des fois des réactions des gens qui réagissent vraiment fortement dans la salle? Oui, je vois des gens pleurer, je vois des gens... Oui, la musique est capable justement de faire jaillir toutes les émotions, la gamme d'émotions humaines, là. Alors, et c'est pas tout le monde qui réagisse de la même façon, chacun son bagage, c'est la beauté de la musique. Mais oui, ça touche les gens, ça allume les gens, et puis je le vois, je le ressens. Sur scène, des gens se disent « Oh, mais elle est loin », et tout. Non, on sent. Il y a une espèce d'énergie, il y a quelque chose qui vient. Moi, ma source, d'abord, quand je joue, tu sais, j'ai jamais raconté ça, je vais le dire. On est à l'apéro, on peut le faire. Donc, prends du gin tonic. Je l'ai déjà pris un peu, c'est pour ça que... Vas-y. Mais moi, quand je joue, j'essaye d'imaginer que mon son va autour de chaque personne, puis je vais faire un gros hug à tout le monde. Je veux les envelopper avec mon son de violon. Et ce que les gens savent pas, c'est que moi, en retour, je reçois leur bonheur, je le vois, mais je le ressens. Je sais pas comment le dire. C'est quelque chose il y a une énergie, quelque chose, ou des fois un silence qui est immaculés, tu sais, qui sont vraiment, vraiment à l'attention, puis ils sont juste là pour la note qui va naître, la prochaine note. Et ça, c'est extraordinaire, là. C'est des moments magiques. Je voudrais te raconter une petite histoire. Ce matin, j'ai parlé à Félix Séguin, le journaliste de TVA, qui est allé couvrir la guerre en Ukraine. Il a été là pendant une semaine. Il a vu les bombardements. Il a trouvé ça très dur. Et avant de revenir ici à Montréal, il a arrêté par Vienne et il est allé voir les Noces de Figaro parce qu'il avait besoin de beauté. De beauté. Ouais. C'était, puis j'ai pleuré. C'est vraiment, ça lui a fait énormément de bien. Justement, on parle d'accessibilité musique. Je peux dire aussi d'accessibilité avec le public. Le public m'écrit. Avant, bon, c'était la lettre que tu recevais et tout ça. Aujourd'hui, c'est direct. Et une histoire comme ça, à un moment donné, quand j'ai sorti l'album Blanc, tiens, qui relatait après ton cancer et le cancer de ton mari, de ton chum. Oui, une année fort désagréable de schnout, oui, j'allais dire de caca, 2013, on s'en souvient. Vous êtes allé dans le désert. Oui, ça, on voulait faire le vide avant de refaire le plein, puis on avait besoin de se retrouver, de se parler si on avait besoin, mais aussi d'être dans un silence et de se retrouver aussi, je sais pas, de remettre en perspective l'être humain. Tu es tout petit dans ce désert, mais c'était surtout cette intensité de silence qu'on avait besoin. Et j'oublierai jamais le soir quand on s'est couché
dans le sable sur ces grands tapis berbères. Et là, on regardait naturellement le ciel étoilé, immaculé, parce qu'on était très loin de toute civilisation, fait que les étoiles étaient merveilleuses. Et les gens qui sont là, qui nous ont préparé la cuisine et tout, puis qui ont monté les tentes, viennent me voir, puis ils ont aucune idée de qui je suis. Puis ils me disent, nous, le soir, on aime faire de la musique, chanter et un peu danser. Est-ce que ça vous dérange? Fait que là, je vois mon Mario impresario qui veut commencer à parler. Je lui tchut. Et là, j'ai dit, pas du tout, ça nous ferait même plaisir. Alors, ils sont mis à chanter, ils sont mis à jouer un peu d'instruments de percussion, de tambourine, de flûte et tout. Et on regardait ça et c'était merveilleux. On était seuls au monde. Puis après, ils se sont arrêtés. Et là, c'était un silence aussi, comme justement loin de la civilisation. Le silence était aussi immaculé. Et c'était génial. Mais l'album Blanc que tu as fait à partir de cette expérience-là a vraiment rejoint son public. Ça a touché une corde sensible parce que c'est très bien vendu. Hein. Oui, ça c'est bien vendu. Mais t'allais nous raconter qu'il y avait quelqu'un qui t'avait écrit à propos de cet album-là. Bon, je sors cet album-là qui relatait mon histoire, mais l'histoire de trop de gens, malheureusement. Et il y a le 911 une équipe du 911 de San Francisco qui m'écrivent et qui me disent, écoutez, hier, on a vécu, puis là, je n'irai pas dans le détail, mais la mort d'une maman, sa jeune fille l'a vu mourir et tout, c'est un truc atroce. Et toute l'équipe était comme vraiment démolie. Et puis, ils s'en revenaient, ils sont retournés à leur centrale ou leur bureau, je ne sais trop. Et puis, à la radio, jouait une des pièces de l'album Blanc. Et là, ils m'ont écrit puis ils m'ont dit, vous avez été à un moment de notre vie, la musique, votre musique, nous a reconnectés à la vie parce qu'on était tous à se demander, mais qui on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais de voir quelque chose qui était si lourd à avoir vu, pour eux, passait tellement mieux avec la musique. Ben ça, c'est la force de la musique aussi. Voilà. Ouais. Alors, je le dis pour les gens qui nous écoutent à la radio, en balado, t'es très ému. Oui. Oh oui, en racontant cette histoire. Oh oui, mais les gens, tu sais, j'ai beau avoir fait et le faire encore, des grandes salles et tout. Moi, ce qui me touche le plus, c'est de savoir que ma musique accompagne les gens dans leur vie, dans leur douleur, dans leur bonheur. Et ça c'est quelque chose qui, je trouve ça extraordinaire. On parlait d'accessibilité, c'est ça aussi que ça donne. Les gens, tantôt on parlait de gens qui avant allaient plutôt s'orienter vers un style de musique. C'est sûr, tu sortais ton $20 puis t'allais acheter ton disque du mois, puis là t'allais vers ta valeur sûre. Là tu savais que si t'allais là, t'aimerais ça, et t'osais pas dépenser ton $20 ailleurs ou dans l'inconnu. Aujourd'hui, pour le même argent, tu peux aller n'importe où. Alors, les gens découvrent. Tu ressens encore de l'émotion quand tu joues? Parce qu'il y a un danger à devenir une professionnelle ou un professionnel, c'est que tu fais bien ta job. Mais j'écoutais à un moment donné Eric Clapton, qui a écrit une chanson, son fils est mort, est tombé de la fenêtre. Il a écrit Tears in Heaven. Et il dit maintenant, c'est une tourne comme une autre. Je la joue sur scène, puis je ressens plus aucune émotion quand je la joue. Je pense plus à mon enfant et tout ça. Et est-ce qu'il y a un danger quand tu joues depuis si longtemps, depuis que tu es tout petit, de te présenter plein de spectacles, que tu deviennes professionnel, mais que tu ressens plus l'émotion quand tu joues? Je vais dire quelque chose de gros, mais le jour où je serai comme ça, je vais arrêter. C'est comme la chanson de Dan Bigra, Tue-moi. Tue-moi. Non, parce que pour moi, c'est sûr que c'est pas toujours, c'est peut-être pas l'image ou l'idée première de la pièce quand j'ai pensé de l'enregistrer aussi ou ça, mais que ça me laisse froide, jamais. Et j'ai ce sang latin. Et non, j'ai encore beaucoup de passion à ce que je fais. J'ai encore beaucoup de plaisir à le partager. Et heureusement, le public, ma raison d'être comme musicienne, on s'entend, il est là. Puis il me redonne. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais c'est pour moi de jouer, mais même quand je suis toute seule à la maison, je m'émeus seule à jouer. Quand la musique est belle, c'est des musiques qui viennent me chercher. C'est sûr que je veux pas dire que quand je fais des gammes et des arpèges que ça m'émeut. Ouais, non, c'est ça. On le fait plus. De toute façon, avec l'âge, au moins, je peux le passer plus vite. Mais non, l'émotion, elle est là.
Mais c'est très particulier parce que quand t'es arrivé avec ton mari, ton agent, ton partner mon de vie. homme à tout faire. Ben oui, François Mario Labbé qu'on salue et qui est arrivé en tenant dans ses bras non pas un bébé, mais il tenait dans ses bras vraiment comme un enfant, ton Stradivarius. Oui, là, quand même dans sa boîte, là. Ben oui, dans sa boîte, mais quand même, mais c'est drôle parce que... de 1733. De 1730. T'as bien fait tes recherches, Richard. Mais c'est marrant parce que François Mario nous dit, ben oui, ben c'est sûr, je peux pas le laisser dans l'auto. Bon, c'est évident qu'on le laisse pas quelque chose qui fait partie du patrimoine national du Québec dans l'auto. Mais c'est comme si c'était un appendice de toi. C'est-à-dire que tu c'est une prolongation de mon bras et tout. Je suis tellement habituée d'avoir, d'ailleurs, quand je voyage sans violon, je suis toujours là à chercher. Et quand tu voyages sans violon, ça veut dire ton violon est où? Dans la soute à bagages? Non. Non, quand je voyage pour le plaisir. Pour le plaisir. Ça arrive, c'est rare. Mais ça, j'espère que ça va arriver de plus en plus souvent. Non, le violon me suit toujours. En tournée, il est toujours avec moi, est avec moi dans l'avion et tout. Non, ça, c'est quelque chose qui me quitte jamais. Mais quand je voyage pour le plaisir, ben là, c'est évident que je suis là à regarder et tout. J'ai ce réflexe qui est là. Est-ce qu'on peut assurer une affaire de même? Oui. Ça s'assure. Oui, ça s'assure. Et puis... Parce que, écoute, un Stradivarius de 1733, là, je veux même pas savoir combien ça doit valoir, mais c'est un objet d'art. Fait qu'à un moment donné, il est pas à vendre. Fait qu'il y a pas de prix. C'est bien répondu, répondu. Est-ce que c'est un mythe, ça, que les Stradivarius, c'est vraiment le top du top de la sonorité, tout ça? Je dirais que c'est souvent les gens, parce que c'est difficile de mettre en mots, mais cet instrument-là est comme si j'avais la palette d'un peintre, mais que toutes les couleurs sont là. Tout est là. Je peux tout faire. C'est moi qui dois le façonner, parce que le matin, quand j'ouvre ma boîte, j'entends rien. Mais j'ai la possibilité d'exploiter toutes les couleurs sonores, les textures sonores. C'est un violon qui, certes, a des caprices au niveau de... c'est fait de bois, hein, puis 1733, alors quand pas de changement trop brusque de température et tout, il faut quand même faire attention. Mais sinon, j'arrive, ça c'est une belle petite histoire, j'arrive de Venise? De Venise, où j'ai rendé la Pietà à la Pietà. Ah, ça, c'est Et génial. là, j'étais déjà allée à Venise, mais sans mon violon. Et là, je suis juste à côté de la Chiesa de la Pietà, de l'église de la Pietà, où s'est fait toutes les premières de toutes les œuvres d'Antonio Vivaldi et tout, et où les jeunes filles illégitimes et orphelines étaient dans cette église cachée derrière un grillage. On pourra en reparler tantôt. Parce qu'il était professeur dans un orphelinat. Il était le maître d'orchestre, le maestro di coro. Puis, Vivaldi est un compositeur très, très prolifique. Et toutes ses œuvres, la majorité de ses œuvres ont été composées pour les jeunes filles de la Pietà à l'époque. Alors, les premières de ses œuvres se faisaient là, dans cette église-là. Et ton ensemble que tu as formé avec toutes des musiciennes et tout ça s'appelle La Pietà. Oui, parce que j'ai pensé à ça en hommage à Vivaldi. Surtout que quand j'ai formé La Pietà, mon premier projet était un album d'œuvres d'Antonio Vivaldi. Fait que pour moi, ça fait un plus un fait deux. Voilà. La Pietà, je trouvais ça beau. Des femmes et tout. Alors, pour souligner les 25 ans, de ramener La Pietà, c'était génial. J'aime faire des boucles. Je trouvais que c'est un bel boucle qui se faisait. Mais un beau cadeau de 25 La Pietà, ans. ça doit être quelque chose quand même. Ça doit être c'est un voyage dans le temps gorgé d'émotions. Vraiment. Je parle beaucoup d'émotions, mais je suis une tripeuse. Fait que j'ai tripé bien fort. D'abord, l'acoustique est extraordinaire. Extraordinaire. Et je parlais, parce qu'entre les pièces, je parle. Et d'habitude, j'ai un petit lavalier, un petit micro. J'avais rien. Je parlais comme ça, puis je m'entendais partout. C'était incroyable. Alors, il y avait donc ce momentum de revenir à la source. Puis, je réservais une petite surprise au public, c'est que pour le dernier appel, je grimpais vite en haut. Il y avait un petit escalier en colimaçon. Et j'allais jouer derrière les grillages. Ou jouais parce que les jeunes filles, à l'époque, on les cachait, là, pour les éloigner de tentations du monde extérieur. On les voyait pas. Les gens venaient les écouter. On les voyait pas. Non, ils étaient cachés derrière le grillage. C'est comme les auditions à l'aveugle, à la voix. Oui, ou pour n'importe
n'importe quel orchestre, Oui, normalement, on les voit pas. Ouais. Mais, ouais, elles étaient cachées. Les gens venaient un peu partout d'Europe, puis venaient écouter l'orchestre de la Pietà. Et elles étaient derrière ce grillage. Et ce grillage existe toujours. Alors, le dernier rappel, j'étais là, puis je jouais une revisite de l'hiver de Vivaldi, mais que Max Richter a fait. Alors, vraiment une vision toute contemporaine, mais très évanescente. Quelque chose qui était, pour finir le concert, là, c'était merveilleux. Et je le jouais derrière le grillage. Puis là, les gens s'attendaient à ce que je revienne en bas, mais je restais derrière le grillage. Je revenais. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, l'hiver de Vivaldi, c'est la pièce qui joue dans John Wick. Ah! Bon. Avec Keanu Reeves. Alors, quand il se bat, oui. c'est ça qu'il joue. Bon, Alors, voilà. oui, c'est une des 4 saisons de Vivaldi. C'est quand même particulier. Tu prenais l'avion les samedis pour aller pratiquer avec un prof à New York. Ouais. Des fois, tu devais trouver ça difficile de dire, bon, ben, tous tes amis, eux, le week-end, ils avaient plein d'activités, ils faisaient peut-être du sport, ils allaient au chalet, faisaient du ski. Mm-hmm. Toi, tu te levais, tu prenais l'avion, tu allais prendre des cours de violon. Est-ce que tu as vraiment profité, disons, de ton enfance ou de ton adolescence? Est-ce que ça a été pesant des fois? Des fois, oui. Des fois, j'ai trouvé ça très difficile. Tu sais, c'est pas même avant l'adolescence où j'allais comme ça. Écoute, je suis rentrée au conservatoire, j'avais 8 ans. Et là, je faisais 2h30 de violon par jour à 8 ans. Alors, faites le calcul, là, et les week-ends, les samedis, les dimanches, c'était réservé aux cours. Puis je rentrais au conservatoire le samedi, puis là, j'avais les cours de théorie, de solfège, de dictée et tout, d'orchestre. Le dimanche, et l'été, j'allais dans des camps musicaux. Donc, c'est arrivé des fois où je me disais, bon, il y a une danse à soir, je peux pas. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais me faire un chum. J'ai un violon, c'est mon chum. On va. Mais à partir de là, j'avais quand même quelque chose qui était extraordinaire, c'est que avec mon instrument, je vivais des choses extraordinaires. J'ai commencé à voyager. J'ai toujours rêvé de voyager. La musique me l'a apporté. Je suis une bébite sociable, ça, je pense que c'est assez évident. Oui. La musique me l'a apporté. J'ai rencontré plein de gens. Puis j'ai mon meilleur ami qui est là, qui est mon violon. Et puis c'est ma meilleure soupape à émotion. Donc oui, il y a eu des moments qui ont été difficiles, mais des moments pour me dire ça me tente plus puis je vais arrêter. Jamais. C'est plate à dire, hein? Ça serait piquant de dire que... Mais non. Et en plus de ça, pire que ça, je dirais, je me suis jamais... Parce qu'on m'a déjà posé la question, puis ça m'avait surprise, puis j'ai réfléchi par après. Je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Mais t'es chanceuse. J'étais violoniste depuis l'âge de 4 ans. C'est vrai, là, c'est bête, c'est tellement bête, mais c'est vrai. Je me suis jamais posé la question. C'était pas tes parents qui te poussaient? Non. Moi, je suis 7e d'une famille de 8 enfants. Les 8 ont fait de la musique. Les 8 en ont fait autant qu'ils en voulaient et ont arrêté quand ils voulaient. Alors, j'ai pas été poussée, j'ai été appuyée, j'ai été supportée de toutes les façons possibles, et bien, d'ailleurs. Ouais. J'en remercie encore ma famille, mes parents. Et, mais à partir de là, j'étais violoniste. Je me suis jamais demandé ce que je ferais dans la vie. T'es chanceuse, parce qu'il y en a, même à 40 ans, je sais ce qu'ils veulent. Je sais, mais tu disais tout à l'heure que ça t'a permis de voyager. Moi, je suis fascinée par les 3 années que tu as passées en Roumanie, parce que c'était pas la belle période. Non. C'est-à-dire que c'était sous Ceausescu, qui était un dictateur. Un régime barbare, vraiment. Effroyable. Disons le mot barbare. Et toi, t'es allée là parce que bon, il y avait quelqu'un qui pouvait t'enseigner le violon, mais ça a été aussi une période quand même assez hallucinante où tu crevais de faim, tu crevais de froid. C'était très naïf de ma part. Là. Moi, j'allais là-bas parce que j'allais pour Stéphane Gheorghiu, le professeur de violon, et qui était un des plus grands professeurs au monde. Et puis, j'avais fini, j'ai fait vite les cours. Alors, d'abord, j'ai fini mon conservatoire, ma maîtrise à 15 ans ici à Montréal, au conservatoire. Fait que là, après, j'étais à la Juilliard School. Ouais, la meilleure école de musique au monde, quand même. Une des bonnes. Américain. Oui, grand, la pitoune des écoles.
Je sens que ça va revenir souvent, ça. Ça, c'est la grande pitoune des écoles. Et mais avec un professeur extraordinaire, Dorothée Dely. Mais là, je sentais que si je voulais en mettre un peu plus dans mon bagage, il fallait que j'aille en Europe. Et j'ai rencontré Stéphane Gheorghiu. Il était venu comme juge à un concours international de musique ici. Cette année-là, c'était le violon. Enfin bref, j'ai rencontré. Je lui ai dit, écoutez, j'aimerais étudier avec vous. Je connaissais de ses élèves, Mihaela Martin, Sylvia Markovic, des femmes qui jouaient parce que on les comptait sur les doigts, que j'entendais et que j'aimais ce qu'elles faisaient. Puis je me dis, bon, c'est avec lui que je vais aller étudier. Alors, très naïvement, je suis arrivée, j'ai débarqué à Bucarest. Et puis, en 81, sous le régime de Ceausescu, et là, je me suis retrouvée, un étudiant sur 3 travaillait pour la Securitate. Tu ne savais pas c'était qui. J'avais des micros dans ma chambre. Mes lettres étaient ouvertes. Oui, mes téléphones étaient écoutés. Incroyable. La première année, je l'ai vécu dans des cabines, des dortoirs, si on veut, mais là, on pouvait pas me mettre avec les Roumaines. Moi, j'étais vraiment vaderetro satanas, faut surtout pas donner des idées. Alors, on me mettait dans une chambre à part. Et là, il y avait l'hiver, il y a de la neige, là, il fait froid là-bas et tout, mais l'hiver, il y avait pas de chauffage. Fait que je dormais avec ma tuque, mes gants, mon manteau, avec les couvertures. J'allais pour prendre ma douche et c'était un petit tuyau qui tombait comme ça et c'était de l'eau froide. Et là, c'était comme go, 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 go. Et la bouffe? Épouvantable. La première année, j'ai fait 9 grosses gastro-entérites. Oui, j'étais tellement maigre, j'allais pas mince, maigre quand je suis revenue. D'ailleurs, c'est ça, là, mes parents, après 1 an, m'ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, faut que tu reviennes, tu peux pas rester là-bas et tout. Mais moi, pour la musique, je voulais rester là-bas. Mais quand t'es parti là-bas, puis t'es allé là-bas, est-ce que tu avais une idée de la Roumanie? Ah, mon Dieu, c'est une idée romantique. Pas vraiment, je sais, non, je dis pour ça, vraiment naïf. Oui, je connaissais quand même un peu ce qu'il en était et tout, politiquement. Je savais que je m'en allais pas dans un pays riche. Je savais que j'aurais des conditions peut-être certainement pas comme New York où tu as la pleine liberté parce que je passais de New York à là-bas, c'est une grosse différence. Tout un contraste. Mais par contre, c'est ça, je me suis donc retrouvée à découvrir tout ça. La première chose que j'ai trouvée très difficile, c'est de réaliser que tous mes amis, les gens, parce que oui, je me suis fait des amis là-bas, ils n'avaient aucune liberté. Puis la pire, c'est pas de liberté de parole. Et à un moment donné, c'est même, tu t'aperçois qu'ils ont perdu même cette notion de rêver. C'est fou, ça. Ils sont rendus, c'est gris. C'est un muscle, hein, puis si tu l'exerces pas. C'est ça devient ça atrophie. Et c'est pour ça que je te dis, mais ultimement, quand tu le perds, là, puis qu'il devient, là, tout sec, là, tu rêves plus. Imagine, t'as plus de rêve. Et là, au début, quand je suis arrivée, mon premier réflexe, c'était de les prendre puis de les brasser puis de dire, hey, commande, puis révolutionne, on va faire quelque chose et tout, puis je vais vous aider. Parce que t'avais quoi, 19 ans quand t'es arrivée? Ouais. Et puis, et là, je me suis vite rendu compte que, c'était mieux de rien dire et je pouvais rien faire de toute façon. Et, mais c'est ça, écoute, c'était une dictature incroyable. Et puis, tu sais, il y avait cette blague qui disait comment tu appelles un orchestre symphonique qui s'en va en tournée puis qui revient en Roumanie, c'est un quatuor à cordes. Alors tout le monde essayait de s'en aller. Elle est excellente. Est-ce que tu connais celle-ci? Quel est l'animal préféré de Ceausescu? C'est le pingouin parce qu'il n'a jamais froid et il applaudit tout le temps. OK. OK. Mais on l'appelait tout le shoemaker. Et ça parce pourquoi? Que avec les micros, il fallait tout faire attention et tout ça. Puis son père avait été cordonnier. Alors souvent quand on parlait puis qu'on voulait parler de lui puis qu'on voulait pas, alors on montrait comme ça le doigt là, en haut. Fait que là c'était Ceausescu où on disait le shoemaker. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
Par Pure Vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Angèle, c'est une prodige. Moi, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que tu détestes ça, ce mot-là, prodige? Et deuxièmement, est-ce que c'est difficile de vieillir? Tu sais, Martha Argerich était prodige et elle a eu une carrière après. Toi, la même chose aussi. Tu étais une jeune prodige et tu as réussi à avoir une carrière après. Est-ce que c'est dur, ça? Ben d'abord, parce qu'à un moment donné, t'es plus petite, t'es plus jeune, puis tout ça, t'es plus toute cute, puis tout ça, la prodige. Mon Dieu, elle a 13 ans, puis elle joue tellement bien. À un moment donné, bon... Oui, ça, c'est sûr que, ben d'abord, le mot prodige, pour moi, a toujours été, je l'ai toujours banni un peu, là, de mon vocabulaire, parce que pour moi, oui, j'ai commencé jeune. Oui, je n'étais pas dépourvue, ça va de soi. Le talent était là et tout. Mais comme dans toute chose, hein, il y a le travail. Et j'ai travaillé fort. Je suis une bûcheuse. J'ai travaillé très, très fort mon instrument. Il n'y a rien de gratuit. La prodige, ça fait un peu, ça devient tout seul. Ben, après, c'est sûr que là, bon, les gens, puis oui, je suis devenue une vedette jeune. Quand t'arrives, oui, dans la vingtaine, où là, on t'a déjà découvert depuis plusieurs années, où t'as déjà fait tes preuves, où t'as déjà épaté certaines personnes, tu te rends compte que, oui, on ne te voit plus comme la petite... tu sais, là, les yeux vont regarder s'il y a quelqu'un autour et tout. C'est une période que je me souviens, puis ça a passé quand même assez vite parce que comme je voyageais beaucoup dans le monde, ben, j'avais toujours un nouveau public à aller conquérir. mais à un moment donné, je me souviens qu'ici, j'avais plus j'ai toujours eu une cote d'amour, mais plus le même cote d'amour de la petite qui vient nous surprendre. Et c'est là que tu réalises que, ben, pour durer, il faut passer par là. C'est une étape. Puis ce que j'ai dit tantôt, j'y repense, là, mon petit hamster, il court en même temps. Et je me dis que c'est pas fou ce que je viens de dire parce que je pouvais m'accrocher sur tous les autres publics à aller conquérir. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? Peur, non. Non, parce que justement, je suis quelqu'un qui est très consciente de ce que je fais, des étapes. Je suis dans la discipline. J'ai confiance, j'ai appris à me faire confiance. Oui. Tu sais, tu peux pas être à partir de l'âge de 4 ans t'inculquer toi-même. Oui, au début, on te montre comment le faire, mais très vite, ça devient toi-même. De toute façon, dans une famille de 8 enfants, tu dois te débrouiller toi-même. Fait que ma pratique, c'est moi qui allais la faire. Et je me suis inculqué une discipline qui est restée. Alors, à un moment donné, tu dois faire confiance, justement, à tout ce bagage que tu as acquis avec les années et qui a fait que tu t'es fait une place au soleil. Si tu veux la garder, il y a rien d'acquis par contre. Il faut toujours garder justement. Encore aujourd'hui, je travaille encore mon instrument. Tantôt, tu me demandais, Richard, si j'apprenais encore des nouvelles œuvres. Oui, et tant mieux, parce que ça m'allume encore. Mais c'est ça, c'est à l'infini, puis c'est toujours à recommencer. Ce que je dois travailler aussi fort que dans la vingtaine, ben il y a quand même des avantages de vieillir. Hein? Et je deviens plus picky sur mes concerts. Et je peux, on m'impose pas mal plus difficilement, mon chum pourrait le dire, les choses. Alors, t'as appris à dire non. J'ai appris à dire non. Ça, c'est bien. Mais c'est difficile, par contre, de pas dire non. Je suis pas quelqu'un qui a le non facile. Alors, les règles du jeu sont les suivantes. On passe une belle heure ensemble. Ouais. Et quand ça fait une demi-heure qu'on se parle, là, on se tourne vers les questions piquantes, parce que c'est un apéro piquant. Piquant, oui. Alors, je vais prendre une autre gorgée de gin avant la première. Ah oui, c'est ça. Surtout que Richard l'a bien piqué, ton gin, je pense. Oui. Alors, elles sont là. Elles sont déposées dans le petit contenant qui est à ta gauche. OK. Tiens. Alors, tu as enregistré un disque et présenté un spectacle de musique de jeux vidéo. As-tu l'impression de guidouner? Pitouner, guidouner. Il y a comme une thématique ici. Ça, à un moment donné... Parce que c'est un disque, un spectacle de musique de jeux vidéo. Ouais, mais là, attends un peu, là, ça fait longtemps, là. Ouais. Hein? Ça fait très, très longtemps, là. Alors, et là, il y a peut-être des puristes qui ont dit, my God, il est rendu là. Ça fait longtemps. Elle fait de la musique de jeux vidéo. Ça fait longtemps que les puristes ont dit de quoi. Déjà, quand j'avais 15 ans que je parlais à présenter mes pièces à la scène, c'était une petite révolution parce que
parle sur la scène et tout. Ah oui, non. Tu brisais des conventions, non, mais c'est ridicule. Oh, ouais. Et par contre, je sais très bien, moi, je sais que mon sérieux est toujours là, ma préparation est toujours là, mon exécution, elle est là. Si je change l'enrobage, et cette musique de jeux vidéo, d'abord, pourquoi elle est venue? Pourquoi j'ai eu cette idée-là? Je me souviens très, très clairement, j'étais en tournée, j'étais au Mexique. Et puis j'ai à peu près une vitesse de croisière de 1 disque par année. Alors, je me disais, où est-ce que je m'en vais? Et là, je me disais, bon. Puis là, on parlait du creux aussi, tantôt. On était dans ce creux. Et je me disais, il faut que j'aille chercher les gens. Il faut que je trouve quelque chose pour aller vraiment les ramener à la musique. C'était fait volontairement pour ça, là. Ah, c'était volontairement pour ça. Et là, je suis dans un boss entre je sais plus quelle ville et quelle ville, Guadalajara et je sais pas quoi. Et je commence à regarder, puis là, où sont les jeunes, puis à penser, puis la réponse est venue assez vite, c'était tout du jeu vidéo. Et là, je commence à regarder, puis je vois que Philippe Glass a composé de la musique pour les jeux vidéo. Ben oui. Et là, je commence à regarder, il y a des grands compositeurs, mais vraiment très sérieux, qui font de la musique. Et là, je fais OK, on va en écouter. Et c'est là que je me suis mis à écouter, pas à jouer, à écouter la musique de jeux vidéo et à aller chercher de ces musiques-là. Le clin d'œil que j'ai fait dans ça, c'était Angry Bird. Ah oui, okay. Parce que là, j'avais toutes des œuvres quand même, vraiment, des œuvres qui étaient écrites, là, qui avaient de la matière et tout. Puis, je me suis dit, mais ça me prend un petit teaser, une petite guidonne là, dans le disque. Je pense qu'on la connaît, la musique d'Angry Bird, c'est ou quelque chose comme ça, là, mais moi, je suis pas bonne pour chanter. Alors, cette musique-là, ce petit thème, cette petite ritournelle était à ce moment-là le jeu le plus joué dans le monde. C'est fou, hein? Alors, on a écrit à les producteurs d'Angry Bird. On leur a dit, mon intention était de rejoindre les gens, des jeunes, que je voulais les amener à la musique. J'ai donné toute la liste des œuvres que je faisais et tout. Puis j'ai dit, j'aimerais ça. Est-ce que je pourrais avoir les droits? On va... C'est génial. Mettre une formule plus classique, une couleur et tout ça. Ils trouvaient ça tellement génial que je pense à amener des jeunes et tout, qu'ils m'ont dit oui, ils m'ont donné la bénédiction de le faire. Non seulement ça, c'est que la journée du lancement, le matin même, imagine ce qu'ils avaient comme réseau, eux autres, de rejoindre. Oui. Ils ont annoncé le lancement. Alors, ça me venait de partout, d'Allemagne, tout ça. Les jeunes m'envoyaient des pouces en me disant, mais t'es cool et tout. Et je me suis dit, mission accomplie. Parce qu'à ce moment-là, toute cette période-là de jeux vidéo, d'œuvres que j'ai fait, que j'ai enregistrées, il y a tout un public de jeunes qui venaient me voir puis qui me disaient, hey, t'es cool, toi. C'est trop génial. C'était pas guidoune, j'étais cool. T'étais cool, Angèle. Mais de toute façon, c'est comme, tu sais, je veux dire, les gens peuvent trouver toutes sortes de façons d'aller chercher. Ça peut être une musique de film, ça peut même être un jingle pour une publicité, peu importe. Je veux dire, il y a plein de gens, par exemple, à une époque... c'était l'idée, c'était le véhicule. Mais attention, les musiques, c'est moi qui les ai choisies. Oui. Et si les gens s'y adonnent et vont écouter, c'est magnifique, les musiques. C'est de la qualité. Alors, le clin d'œil que j'ai fait dedans, et ça, je suis pas née de la dernière pluie, là, on sait que ça en prend un pour aller pour percer, et ça m'a permis à avoir cette vitrine internationale en 6 heures. J'étais partout. C'était un coup de génie. C'était génial. Et c'est vrai... Pour la musique de film que je connais bien, tu sais, quand tu écoutes John Williams, Schindler's List, c'est magnifique. C'est magistral. Ah oui, c'est associé. Pourquoi ce serait pas des chefs-d'œuvre juste parce que c'est dans un jeu vidéo ou juste parce que c'est dans un film? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Pour moi, là, mes choix musicaux, c'est un cadeau que je me suis fait, ça fait longtemps. D'abord, de le voir sans limite de choix. 1. 2, il faut que j'aime ça parce que quand tu joues, il faut que tu arrives à convaincre les gens. Si tu veux convaincre les gens, il faut que tu sois convaincu. Oui. Alors, à la base, il faut que j'aime ça, il faut que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de personnel à dire. Alors, si une musique vient me chercher, une musique, je dis toujours, me donne la chair de poule ou m'interpelle, puis que je sens que j'ai quelque chose à dire, je vais la partager. Et quelle que soit son origine, plus jazz, plus pop,
plus Ben oui, t'as fait des choses avec minimaliste. Dave Brubeck. Oui, mais écoute, Dave Brubeck, Ben là. c'est-tu un classique ou c'en est pas un? Ben là. Alors, écoute, il a composé pour moi, tu sais, Ben c'est oui. des cadeaux Attends, de mais vie et tout ça. Tu travaillé avec Dave Brubeck et Philippe Glass. Philippe Glass, Oh oui. my God. Puis je l'ai vu il y a 3 semaines encore à New York, Philippe. Oui, 85 ans, Philippe. J'étais allée l'entendre au Carnegie. Il était Elle là parle pour de Philippe Glass avec son prénom. Moi, j'adore ça, là. Philippe Glass. Mais c'est quand je disais aussi que la musique m'a amené Ouais. des choses extraordinaires. J'ai rencontré des personnages qui m'ont nourri musicalement, mais intellectuellement aussi. Et ça, c'est dans mon grand livre, là. La musique Attends. qu'il a faite pour Mishima. Le film beau, Mishima. c'est Oh my beau, God. c'est beau, c'est beau. The Hours et tout. Oui. Puis là, ben, c'est drôle parce qu'hier, quand je l'ai revu, je me suis dit, faudrait peut-être que je fasse un autre opus de Philippe Glass. Fait que je suis en train de fouiller et de trouver. Il y en a tellement. Il écrit encore à 85 fou, hein? ans. C'est très beau, l'œuvre qu'il vient de faire. C'est sa 13e symphonie. Alors, Magnifique. on sait que sa musique, c'est très répétitif. Est-ce que quand il parle, il répète la même phrase 3 fois de suite? Non. Et tu sais, c'est pas une répétition comme ça. Moi, je me souviens, j'ai découvert la musique de Philippe Glass dans les années 80, comme ben du monde. Et Koyana Squati, ça avait été... oui. Mais oui, tout Einstein à and fait. the Beach. Et c'est mon chum qui l'amenait dans les années 80. C'est lui qui le présentait. Ah oui! Bon, mais tout est dans tout. Et puis, dans les années 90, là, Philippe m'a entendu et tout. Puis, dans les années 90, c'est là que je suis allée travailler. Il avait besoin d'une violoniste de service pour écrire pour essayer des choses dans son premier concerto de violon et tout. Fait que j'étais allée à New York, puis j'étais allée travailler avec lui. Et puis là, après, j'ai décidé de faire ce portrait. Mais avant de faire son portrait, j'avais joué, parce que la Pietà n'existait pas, dans les années 90, j'avais joué aussi son concerto de violon, que j'avais travaillé avec lui. J'avais fait à Québec et tout, avec l'Orchestre symphonique de Québec. Et c'est la seule œuvre au monde que j'ai jouée. J'ai commencé par prendre une calculatrice. Non. Pourquoi? Parce que toutes ces répétitions, c'est des petites bulles qui... À un moment donné, il faut que tu trouves, tu sais, c'est du 2 sur 3, sur 4, sur 6. Il y a une clé de voûte en quelque part. Il y a un endroit où tu peux mettre le temps. Sinon, tu le sais pas, il est où. Et c'est ça, tu rentres dans un tourbillon. Mais quand tu joues avec un orchestre, avec des gens, à un moment donné, il faut que tout le monde fasse... on est arrivé au bon moment. Tu sais, t'as besoin de ce pied par terre que tu mets et qui te donne justement l'élan pour aller au prochain. Et là, très mathématique. Et bon, les musiciens, on sait, la musique, c'est mathématique. Puis moi, je suis forte en maths, c'est tout. Alors, là, j'essayais de trouver justement le dénominateur commun, si je peux dire, de toute cette écriture-là. Et par section, je calculais. Et après, une fois que j'avais décortiqué le mystère de rythmique de ce concerto. Après, j'y ai mis de la couleur, de l'émotion et tout, mais il fallait d'abord et avant tout que je comprenne mathématiquement ce qui était écrit là. Mais est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que lui était conscient qu'il y avait cette mathématique-là? C'est comme ça qu'il compose. C'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il est. Philippe est un être... intense, c'est Philippe Glass, c'est noir, mais noir foncé, là. C'est pas du gris pâle, là. Non, il est très, 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 très mathématique. C'est bon parce qu'on lui pose une question piquante puis on en a pour 10 minutes. J'adore ça. OK. Au début de ta carrière, un journaliste a écrit « Elle joue comme un homme ». Comment l'as-tu pris? À l'époque... Il disait ça, elle joue comme un homme. Oui, c'est une de mes premières critiques. Ça disait « elle joue merveilleusement, elle joue comme un homme ». Mais c'est tellement macho. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais là, tu sais, on parle de il y a 50 ans. Alors, entre 45 et 50 ans. Ça m'avait piqué. Mais c'était quand même une époque où il y avait pas beaucoup de femmes. À vrai dire, je me souviens que ça m'avait réveillée à réaliser justement combien peu on était. Est-ce que c'est là que tu es devenue féministe? Trop jeune, trop tôt. Mais ça m'est revenu, cette petite phrase-là, après, oui. Puis aujourd'hui... Mais c'est un compliment maladroit. C'est un compliment maladroit, mais d'un autre côté, en quelque part, oui, c'était ça le but, là. Ben oui. Mais on s'entend que, mettons que c'est plutôt maladroit. Mais
il y a 50 ans, il faut se remettre dans ce temps-là. Oui. Là. C'était comme, moi, ça m'avait fait comme, ben là, je joue comme une femme, là. C'est quoi jouer comme, à vrai dire, c'était comme, c'est quoi jouer un homme? C'est quoi jouer une femme? Tu sais, c'est comme, je sais pas. Un musicien noir, puis on dit, il joue comme un blanc. Ben, Jacques Brel disait à propos de Juliette Gréco, Juliette, c'est un mec. Et pour lui, c'était un compliment, c'est de dire, quand on est avec elle, on sent comme si on était one of the boys. Donc, c'est aussi une façon de dire... Ben, j'ai jamais eu cette occasion de me faire expliquer par le monsieur en question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je réalise que il y a 25 ans de la Pietà, hein, on célèbre les 25 ans, je trouve que c'est un beau pied de nez à lui faire un journaliste. Totalement. Mais donc, si tu pouvais le voir aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, regardez, là, 12 femmes. Ah ouais, donc je dirais que je suis heureuse de jouer comme une femme. Et heureusement, ça m'a amené jusque-là. Voilà. Mais non seulement ça, mais là, c'est elle. Donc, un concert où pensé, conçu, interprété, composé, que des œuvres composées par des femmes. Ouais. Donc, il y a Hildegarde de... Ah ouais, ça a commencé Hildegarde von Bingen, oui, c'est ça. Mais sinon, c'est toutes des compositrices contemporaines, oui. Et ça, c'était quelque chose qui était... je me suis posé la question, comment souligner les 25 ans, puis je voulais avoir quelque chose de concret, quelque chose de solide. Puis ça faisait longtemps que je ramassais des œuvres de femmes, j'en avais fait ici et là. Puis là, je me suis dit non, je suis capable. Aujourd'hui, justement, on en parlait du cinéma, de la musique de jeux vidéo, des téléséries et tout ça. Maintenant, les compositeurs aujourd'hui peuvent vivre de leur plume. Je sais pas si on peut dire ça encore, la plume, là, ils écrivent plus bien gros à la plume, mais ils vivent, et tant mieux, ils vivent de leur écriture. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de compositeurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et dans ces compositeurs, il y a des compositrices et de jeunes extraordinaires. Alors, j'aurais pu aller aussi vers d'autres qu'on connaît, Clara Schumann et tout, mais j'ai voulu aller vraiment aujourd'hui, puis avec un éventail de jeunes trentaines avec Rebecca Dale ou Caroline Shaw des États-Unis jusqu'à Rachel Portman ou Elena Kasternen, et ultimement, cette visionnaire du 12e siècle qui est probablement, assurément, je pense, la première femme dont on tient encore les écrits, Hildegarde von Bingen. Et c'est une musique là qui, pour moi, traverse tellement bien les siècles. C'est magnifique. Et tu écoutes ça, puis tu dis, mais voyons, ça se peut pas que ça ait été écrit à cette époque-là. Pour moi, c'est de la lumière. Cette musique-là, c'est vraiment une musique de lumière. Mais ce que je trouve très touchant du fait que tu fasses cet album, ce concert, c'est que il y a 100 ans, on aurait dit à quelqu'un, un jour, il va y avoir suffisamment de femmes qui composent de la musique et suffisamment de femmes qui jouent de la musique pour pouvoir le faire, qu'on va pouvoir faire dans une salle de concert un spectacle, un concert, et toutes les œuvres auront été composées pour des femmes. Il y a 100 ans, on aurait ri de toi et on aurait dit, voyons donc, les femmes, elles sont où? Nommez-les-moi, trouvez-les-moi. Donc, qu'en 2022, ce soit possible, juste que ça existe, c'est absolument formidable. Ma jeune adolescence, je cherchais des femmes qui faisaient carrière et j'arrivais même pas à remplir les doigts d'une main. Je me souviens, je suis à Juilliard et je fête avec des collègues, des musiciennes, on fête la venue de la première femme admise à la Philharmonique de Berlin. Et j'ai pas 100 ans, là. J'ai fêté la première femme qui est rentrée dans cette chapelle d'hommes qui est la Philharmonie de Berlin. Alors, non, il y a du chemin qui a été fait, là. Puis maintenant, des femmes chefs d'orchestre, des femmes, partout, dans tous les postes. Ben oui, tout à fait. Agnès, c'est vrai. Ben oui, j'ai joué avec elle et tout. Oui. Super. Bon, une autre question piquante. Écoute, ça va tellement bien. Comment t'es-tu senti lorsque tu t'es aperçu que le titre de ton album Violon du Monde était ambigu? Bon. T'as fait l'album Violon du Monde. Je suis pas toute seule, hein. J'ai toute une équipe autour de moi. D'ailleurs, je peux en parler pour les bonnes choses, que tout ce que je viens de dire, c'est aussi grâce à toute l'équipe. Mais pour celle-là aussi, je vais non, mais des fois, ça arrive où
J'ai Il y a une jamais erreur, puis pensé. il y a 50 personnes qui peuvent passer par là et personne la voit. Parce que non. Écoute, Alors, je sors un album qui est justement un voyage dans le monde avec plein d'œuvres et tout. Et puis les titres d'albums, ben, c'est moi qui ai choisi. Alors pour moi, c'est violon du monde, mais les violons du monde, mais c'est violon. Ben là maintenant, je suis plus capable de le dire. Mais à l'époque, c'était voilà, oui, ça disait ce que c'était. C'était les violons du monde, mais j'avais raccourci, tu sais, bon. Et ben ça passe, écoute, du graphiste à la compagnie, Quelqu'un à qui tout l'a le imprimé, monde, toujours bien, cette oui, mais pochette-là. tout le monde a fait les documents de presse et tout. Et puis j'arrive à cette émission et Marc Labrèche qui, je me souviens encore, parce que j'y avais demandé d'avoir une pause avant de jouer pour pouvoir accorder mon violon. Ouais. Fait que juste avant la pause, il dit « Mesdames, messieurs, je sais pas ce qu'il a pris d'appeler ça de même, mais Angèle Dubourg, son album, elle l'a appelé « Violon du monde ». Puis là, on part au commercial, puis là, je suis comme... Puis je vois plein de monde qui rit, puis je suis comme « Ben ouais, non, qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, d'un coup, c'est bing! Là, j'ai compris. Je dis, oh mon Dieu. Violer des gens. J'avais même Violon c'est du mon monde. instrument. Alors, j'ai jamais pensé ça. Ah, je Mais suis sur venue le coup, rouge. tu l'as remarqué. Oui. Jamais. C'est Marc Labrèche. Puis là, le disque était sorti. J'étais à faire la promo, là. Alors, non, c'est le Et à disque la qui était disque sorti aussi, et tout. bon, les... Ben là, après, c'est parti. Ben là, là, oui, c'est la parti, puis joke, mais ouais, j'avoue c'est que correct, je c'est l'aurais correct. pas vu, moi. Moi, Je écoute, l'aurais pas vu, moi, Ben- violon du monde, je l'aurais pas vu. Mais c'est-à-dire que c'est le Vraiment. genre ben, de truc les que, musiciens avec qui le jouaient, recul, ben oui. les gens, tout le monde, personne ne l'a vu. Ça a pris Marc pour sortir une affaire de même. Puis en plus, t'as dû en vendre quand même plein d'exemplaires parce que ça fait une publicité extraordinaire pour Oui, l'album. puis en anglais, ben, ça s'appelait Violence of the World, fait que c'était bien correct. C'est pas Rape Somebody, Non. c'est pas- Non, c'est plus que Rape Somebody, c'est Let's Rape Somebody. Bing bang bong bing ba bing bong bing. Tijan Carignan était-il un grand violoniste? Tijan Carignan a été un violoniste qui peut faire rougir tous les violonistes, Ah, dont oui. moi. C'est incroyable. Il Et tu est... dis pas ça parce qu'il faut dire ça, parce qu'il y a bon... Non, parce que j'ai déjà écouté du Tijan Carignan. On m'a déjà fait cadeau de pouvoir écouter des enregistrements de lui qui rentrait genre dans un salon, puis là, il installait des micros, puis il commençait, puis il se mettait avec son violon, puis il jouait comme ça. Et il y a quelqu'un qui avait tout retranscrit. Et je vous amène quelque part où personne s'en est jamais rendu compte. Il fut un temps, il y a quelques années, c'est devenu la mode d'avoir une track cachée. Hein, dans les albums, bon. C'est vrai. Moi, qui se trouvais bien drôle en musique classique, je me suis dit, je vais bien être la première à faire une track cachée. Je suis une bonne cachetière. J'ai tellement caché que personne n'a jamais trouvé. Non. Mais dans mon disque solo, où c'est du violon solo très sérieux, tout le long et tout, ben à la fin, je lance un Tijan Carignan bien correct. Non! Personne l'a jamais trouvé. Et on l'apprend tellement aujourd'hui, déçue. c'est un scoop! Ben, je l'ai déjà dit à quelques personnes, mais ouvertement comme ça à la radio, jamais. Mais tout ça pour dire que oui, c'est un violoniste. C'est évident que il ne pouvait pas, à cause du manque de technique, si on veut, de base, il jouait dans une première position, une deuxième, mais l'archet était là et tout, donc il aurait pas pu jouer, si on veut, des concertos où on demande d'aller, par exemple, très haut sur le manche et tout. C'est quelque chose qu'il s'était jamais aventuré de faire. Mais du ricochet, là, de la petite main mécanique qui parle, là, et une clarté de son, la rythmique, la fougue, tout était là, et tu sais, la petite fioriture qu'il met et tout, il y avait une vélocité incroyable. Quand tu penses que c'était appris de lui-même, transmis à peu près, tu fais ça à peu près comme ça, c'est pour ça que je dis, tout violoniste peut rougir en écoutant Tijan Carignan. Quand tu prends ce gars-là, tu lui donnes un professeur, là, comme tu as eu, là, à New York et tout ça, là, puis Ah oui, à ce point-là. Sophie me disait cet après-midi, on parlait de toi, et Sophie me disait cet après-midi que t'es presque comme une athlète parce que c'est très physique, hein, c'est physique. Violon. Oui, c'est les blessures. T'as mal au tu dois bras, jouer même quand t'as une tendinite. Moi, physiquement, touche c'est du bois. exigeant.
J'ai 60 ans et je n'ai jamais eu de bobos qui m'ont empêché, jusqu'à maintenant, de jouer. On s'entend, je fais abstraction de l'épisode de cancer, là, mais de tendinite ou quoi que ce soit. Je dis pas que j'ai pas des bobos, j'en ai plein partout, puis ça fait bobo, oui. C'est évident, il y a de l'usure à un moment donné. Mais rien pour m'empêcher de jouer. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que le violon n'est pas une position naturelle. Le violon est une position vraiment, tu tiens les bras dans les airs et tout. Ben oui. Fait qu'à partir de là, c'est ça, là. Alors, c'est évident que, puis tu sais, on sait maintenant que des mouvements répétés, c'est pas bien bon. Je peux-tu vous dire que depuis l'âge de 4 ans, je répète pas mal les mêmes mouvements. Fait que, voilà. Puis là aussi, la façon dont tu mets ta tête, là, ça, le violon se tient pas avec la main gauche. Hein. Le violon se tient entre le menton et l'épaule. Et c'est pas l'épaule qui lève. Mais après une heure et demie, c'est ça. Donc, imagine ton cou ici, là. Les cervicales se font aller quand même. Mais 1 heure et demie, non. Après 6-8 heures, oui. Oh, aïe, aïe. Un dernier piquant. Okay. Le dernier, il en reste juste une. Est-ce normal pour un enfant de passer ses journées à pratiquer son violon? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Ben écoute, je vais pas passer mes journées, là, on s'entend, moi je viens de la campagne et tout, puis Saint-Norbert. J'allais jouer aussi dehors avec mes frères et sœurs. Okay. Et j'ai eu une enfance... normal. C'est sûr qu'il y avait une discipline dans mes journées, mais comme je disais tantôt, j'ai été vraiment récompensée, si je peux dire, par ces moments-là. L'autre chose aussi, c'est que j'étais dans une famille où tout le monde en faisait. C'était normal chez nous. Alors comme chez les Dion, hein, tout le monde avait un instrument, tout le monde faisait, les gens chantaient. Puis, alors, fait que c'est ça. Et puis, mais tu sais, ça m'est arrivé aussi enfant avec mon frère Pierre, par exemple. Ça peut faire sourire certains enfants qui peuvent peut-être écouter. Je peut-être leur donner des idées aussi. Dans le temps, maman enregistrait nos cours de violon parce qu'on venait, ça c'est avant, donc j'avais entre 5, 6, 7 ans, là. Je venais chez Jean Cousineau à Montréal. Puis, maman enregistrait les cours. Puis là, des fois après, elle enregistrait aussi nos pratiques et tout. Mais on savait où était la petite cassette, parce que c'était une petite cassette. Et là, mon frère et moi, on faisait jouer une petite cassette. Puis on allait dans la chambre, puis on jouait aux cartes, on jouait au truc, et tout ça, on faisait jouer la cassette. Très drôle. Et fait que oui, il m'est arrivé aussi de dire non. De faire l'école buissonnière. Oui, de faire l'école buissonnière. C'est très sain. Voilà. Alors, juste parce que tu nous évoques le moment où tu as 5-6 ans, je vais te montrer une photo. Avec le général de Gaulle. Oui. Ça, c'est fou, hein. Raconte-nous cette histoire-là dont tu tiens un petit carnet. Tu veux... C'est mon passeport, c'est 67. C'est en 1967. C'est mon passeport de l'Expo. Et, quand il vient à Montréal, bien sûr. Ça, c'est à Berthier. C'est sur la route du Roi, quand il a arrêté à Berthier. Ben oui, le chemin du Roi. Alors, Saint-Norbert est dans le comté de Berthier. J'ai 5 ans et tout le monde, ma famille, écoute, c'est le général de Gaulle qui est là et tout, fait qu'on s'en va tous à Berthier et puis là il y a une foule puis là je me mets à pleurer parce que je le vois pas, tout le monde est tellement grand puis là je veux le voir le monsieur, tout le monde en parle puis par hasard il y a un journaliste qui passe et qui dit à mon père, est-ce que vous permettez, on va aller le voir, fait qu'il me dit viens sur mes épaules ma petite, on va aller le voir le général, fait que de la plus petite je suis devenue la plus grande. Et puis, comme il était journaliste, puis il avait sa badge, mais il a pu s'approcher. Pas tout proche. Mais je dépassais donc la foule. Puis quand le général de Gaulle a descendu de l'estrade qui avait été construite pour l'occasion, il s'est fait le petit croche, puis il est venu devant moi. Et là, je lui demande un autographe. Puis il me dit, mais j'ai pas le temps. Puis là, il me prend la cuisse gauche, puis il me la pince. Alors, j'ai une pinçade du général de Gaulle. Ça, là, les premières fois que je suis arrivée en France, à Paris, puis que je leur ai dit que le général de Gaulle m'a pincé la cuisse, là, ça a fait un tabac. J'imagine. Puis là, t'avais même la photo pour le prouver. Écoute, personne ne sait qui était cette jeune fille. Le lendemain, dans la presse, ça disait, cette jeune fille se souviendra toujours du général de Gaulle. Ils n'avaient aucune idée c'était qui. Des années plus tard, quelques années plus tard, quand il est décédé, ils ont repris la photo et ils ont
encore redit, cette jeune fille se souviendra toujours du général de Gaulle. Ben, c'était moi. Et Ah. j'ai la photo, j'ai l'original chez nous. Ah, mais non, mais c'est génial. Donc, il faut que tu appelles les gens à la presse en leur disant, la prochaine fois que vous publiez cette Ben là, je photo-là, pense pas qu'ils peuvent le dire écrivez encore, que mais- c'est Angèle Dubon. J'ai même la petite robe. Ma mère a gardé la robe, la petite robe fleurie. Ben, En oui. terminant, une Oui. pensée particulière pour tous les parents d'enfants qui apprennent le violon. Ce sont des héros, quand même. T'étais pas comme ça au début parce que t'avais beaucoup de talent, j'imagine. Non. mais- Le violon est un instrument qui est très aride au début. De là, commencer le plus jeune possible. et aux parents dire que, à un moment donné, ça cesse et ça devient harmonieux. Voilà. Ou de s'acheter des bouchons d'oreilles ou des boules caisses ou... Ben, se mettre aujourd'hui, tu te mets des des écouteurs, et puis coupe allez, le son. va écouter ce que tu veux sur ton avec tes écouteurs. Voilà. Merci Merci, beaucoup c'était pour, un plaisir. cet apéro pas si piquant que ça. Non, finalement. vous êtes très gentil. Merci. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.